Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui sera consacrée à l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre 2022. Ignite, la conférence Microsoft annuelle où on annonce des tonnes de nouveautés, est en cours. Donc elle va avoir lieu du 12 au 14 octobre. Et c'est l'occasion aujourd'hui de faire un petit overview finalement des nouveautés moi qui m'ont marqué par rapport à mon prisme, c'est-à-dire par rapport au sujet que je traite, à savoir les parties infrastructure, les parties FinOps, les parties hybrides et les parties cloud native, notamment avec Kubernetes. Donc du coup, je suis allé voir le Book of News, qui est donc la référence derrière. Ce Book of News en fait contient toutes les informations relatives à la conférence et toutes les annonces qui ont pu avoir lieu derrière. Et l'objectif finalement de cette petite vidéo, c'est de regarder ensemble les éléments qui m'ont marqué, que j'ai trouvé assez intéressants. Alors on va commencer il y a plein de choses par lesquelles on pourrait commencer, hein. On va commencer par la partie hybride. Allez, donc la partie hybride. Côté Azure Arc, on a annoncé quelques petites nouvelles. Des nouvelles sur Azure Arc Enable Server, qui je rappelle consiste à avoir des instances managées SQL Server dans d'autres endroits que les data centers de Microsoft, mais toujours vus comme des objets Azure et facturés comme des services Azure. Globalement, ce qui a été amélioré, c'est l'expérience de single sign-on avec une intégration avec de l'authentification Azure Active Directory. Et on a également amélioré ou amené comme nouveauté quelques améliorations sur la partie sécurité et monitoring de ces instances managées. Une autre annonce qui a été faite, c'est l'arrivée de la deuxième preview. Alors, deuxième preview parce qu'il y en avait déjà eu en fait une publique et une private avant, d'un composant en fait qui s'appelle Azure Arc Enable VM Management et qui globalement permet depuis le portail d'Azure en fait d'aller instancier des machines virtuelles dans des environnements qui sont à demeure sur du VMware ou de l'Azure Stack HCI, voire des Hyper-V gérés au travers de System Center Virtual Machine Manager. Donc il y a eu des annonces là-dessus et ça c'est plutôt assez intéressant. Donc Azure Stack HCI et Azure Arc, on va pouvoir déployer depuis Azure des choses dans ces environnements-là. Et puis ça c'est plutôt assez intéressant. Ce qu'il va y avoir à l'intérieur, de ce que je retiens, c'est qu'on va pouvoir du coup plus facilement, du coup, quand on va déployer une machine virtuelle dans un environnement à demeure, directement en fait l'intégrer nativement en tant que serveur Arc, donc dans les objets Azure. Et puis également, on a amélioré les consoles d'administration d'Azure Stack HCI et désormais on a commencé à faire des get start avec des sortes d'assistants pour déployer des scénarios, on va dire à valeur ajoutée sur Azure Stack HCI. Je pense notamment à Azure Virtual Desktop où on va commencer à proposer en fait une sorte de template ARM qui va permettre du coup de déployer une infrastructure Azure Virtual Desktop en mode hybride, c'est-à-dire avec le contrôle plane côté Azure et avec les VM qui vont tourner du coup sur l'Azure Stack HCI. Côté Kubernetes, alors là aussi, il y a quelques nouveautés sur la partie Arc Enable, partie Kubernetes. Et désormais, on va supporter les nœuds Windows également. C'est-à-dire que globalement, on va avoir les agents Arc Enable qui vont également s'installer sur les node pool ou les nodes Windows. Et du coup, l'Arc Enable Kubernetes va pouvoir s'installer également donc, sur des périphériques Windows, sur des Windows IoT. Sur du Windows Server 2019 ou 2022, vous savez qu'on peut installer un AKS dessus. Et sur de l'Azure Stack HCI également. Donc plutôt une bonne nouveauté. Dans les nouveautés également sur Kubernetes, on va avoir des nouvelles options qui vont vous permettre notamment de créer, de déployer sur des infrastructures donc à demeure des implémentations d'AKS sur ces infrastructures supportées. Donc, en l'occurrence, ce sera principalement Windows Server et dans les dernières éditions et Azure Stack HCI, mais directement en fait depuis a priori Azure pouvoir déployer ça sur ces environnements. Une grosse nouveauté sur laquelle je referai probablement des vidéos, c'est l'arrivée d'une solution qui s'appelle Azure Kubernetes Fleet Manager. Ça porte bien son nom, ça va être fait pour de la gestion de multi-clusters à l'échelle avec une administration centralisée. Ça, c'est souvent toujours la difficulté, c'est d'avoir effectivement plein de Kubernetes dispatchés et de vouloir les gérer de manière assez unifiée. Eh bien, l'idée de cette solution, ce sera effectivement d'avoir cette gestion multi-cluster. On reviendra dans une vidéo ultérieure sur cette chaîne sur cette fonctionnalité-là.
On a également annoncé dans l'Azure Marketplace une section qui s'appellerait les Kubernetes Apps. Et ça va permettre, du coup, si vous êtes un éditeur logiciel, un ISV, et que vous avez packagé votre solution et qu'elle peut être déployable dans une solution Kubernetes, et bien en fait de la mettre dans le Marketplace d'Azure pour pouvoir, du coup, permettre à nos clients de directement déployer la solution avec le cluster AKS, par exemple, derrière. Autre nouveauté liée au monitoring, on reparlera du monitoring tout à l'heure, c'est l'arrivée d'un service managé pour Prometheus. Donc je rappelle que Prometheus est là pour gérer les métriques, principalement la gestion des métriques sur des clusters, enfin entre autres sur des clusters Kubernetes, mais pas que. Donc là ce sera un service managé, donc on va le maintenir en conditions opérationnelles pour vous, et donc du coup ça viendra compléter parfaitement effectivement des clusters Kubernetes. Ça pourra même compléter finalement les choses qu'on sait faire aujourd'hui au niveau Azure Monitor avec les monitors Insight. Donc ce sera un service qui sera comme un service managé, il sera hautement disponible, maintien en conditions opérationnelles, et il sera hautement scalable également, on pourra l'adapter en fonction effectivement des besoins. Et ça permettra également du coup d'avoir des analyses cross-cluster derrière. Du coup, tout ça va être, ce service-là va pouvoir être utilisé soit en standalone avec Azure Monitor quand même, parce que c'est intégré à Azure Monitor, soit on va pouvoir le greffer également à ce qu'on a déjà aujourd'hui, à savoir Azure Monitor for Container Insight, et on va pouvoir même le coupler au service manager qui s'appelle Azure Manage Grafana. Donc on va avoir un couple plutôt pas mal fait. Et donc là, on pourra vraiment parler d'une offre unifiée de monitoring dans Azure pour les services Kubernetes. Et donc, en fait, cette offre unifiée va contenir, en fait, effectivement, le Monitoring Manage Service pour Prometheus, le Azure Grafana Manage et le Monitor Insight qu'on connaît tous déjà. Et ce schéma vous résume un petit peu, toutes les options qu'on aura en termes de métriques. Donc les métriques effectivement purement de la plateforme, les métriques provenant de Prometheus, et plus toute la partie log derrière. Et puis après, la consommation de tout ça, effectivement, du coup, on aura plein d'options désormais pour pouvoir gérer du cluster Kubernetes et le monitoring. Tant qu'on est, alors on était sur ARC Kubernetes, on va continuer un peu sur la partie hybride avec Azure Stack HCI, où il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées. Donc là encore, je vous mettrai à disposition la main map pour retrouver facilement tous les articles qu'il peut y avoir sur le sujet. Mais globalement, ont été annoncés la 22H2 Feature Update. Donc en gros, c'est la liste de toutes les nouveautés fonctionnelles qu'on a dans Azure Stack HCI. Et je rappelle que Azure Stack HCI est une solution hyper convergée, donc de virtualisation de SDN et de SDS, et que en fait on le vend comme un service, donc il est en evergreen avec des nouvelles versions et des nouvelles fonctionnalités régulièrement. Donc globalement, qu'est-ce qui a été changé? Il y a eu pas mal de choses au niveau du réseau, sur la partie ATC. Je ne vais pas vous le dire parce que c'est assez long. Il y a des améliorations sur la partie storage replica, notamment en termes de compression. Je rappelle que storage replica permet de dérépliquer du stockage, on va dire des volumes entre deux clusters qui sont un géocluster qui est dispatché à deux endroits différents. On a amélioré également la partie Hyper-V Live Migration. La partie mise à jour des clusters, parce que ça reste un cluster Azure Stack HCI, bien qu'il existe désormais une version single node également qu'on peut installer. Et puis deux, trois autres informations. Et puis dans les nouveautés intéressantes, je vais en parler juste après, on a également la notion, je en parle tout de suite d'ailleurs, d'Azure Hybrid Benefit. Donc les Azure Hybrid Benefit, en fait, ça permet quoi? Ça permet de réutiliser en gros des licences qu'on a dans ces cadres de software assurance, et de ne pas repayer les licences quand on instancie des choses dans Azure. Donc c'est assez connu dans le monde de Windows et de SQL Server. Désormais, en fait, si vous avez des licences Windows Data Center avec couvertes par la software assurance, vous pouvez du coup activer les Azure Hybrid Benefit pour vos clusters Azure Stack HCI. Donc en gros, vous passez de licence Windows Server à un service Azure Stack HCI avec les bénéfices qu'il y a derrière. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. Et de la même façon également, vous allez pouvoir du coup faire tourner des clusters AKS sur du Windows Server ou de l'Azure Stack HCI sans coût supplémentaire grâce effectivement à la software assurance sur les licences Windows. Et ça, ce sera valable également si vous êtes en CSP. Voilà.
Donc c'est plutôt assez intéressant. Un nouvel outil a également été annoncé pour checker et vérifier l'état de bonne santé, de bonne configuration d'un environnement Azure Stack HCI. Et puis dans les autres nouveautés rigolotes, le GPU partitioning avec le support avec le support des live migration est annoncé. Et puis également, je pense que cette partie-là est vraiment intéressante, c'est l'Azure Marketplace pour les VM self-service. Globalement, en fait, on est sur l'Azure Stack HCI qui va être dans des environnements à demeure, donc hors de Azure. Donc néanmoins, quand on va créer des machines virtuelles sur ces environnements, on peut les créer depuis le portail d'Azure, ça fait partie des nouveautés grâce au VM Management dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bien avec l'intégration au Marketplace, en fait, on va avoir différentes options pour déployer ces images, soit des images qui sont stockées dans un compte de stockage, soit stockées localement sur un partage réseau local. Dernière option, ça c'est la nouvelle, c'est qu'on va pouvoir créer des images depuis le Marketplace d'Azure. Donc on va pouvoir instancier des machines virtuelles sur Azure Stack HCI en se basant sur des images qui sont mises à disposition sur le Marketplace d'Azure, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Parce que du coup, directement depuis les interfaces, on va pouvoir dire je veux reprendre un Windows 10, un Windows 11, un Windows Server directement ici depuis les interfaces. Et là, vous voyez qu'on pilote bien ici l'Azure Stack HCI, là encore, depuis le portail et les API d'Azure. On a également amélioré la partie remote support. Donc, si vous avez un Azure Stack HCI et qu'il y a un problème et que vous voulez mettre en place une intervention avec des équipes du support Microsoft, du coup, on a facilité la mécanique pour donner l'accès à cet Azure Stack HCI aux équipes Microsoft, le tout d'une manière assez contrôlée. Tant qu'on est dans le monde Windows, ça y est, Windows Admin Center est en preview depuis assez longtemps et désormais en GA. Donc le Windows Admin Center, le WAC qu'on connaît sur les serveurs Windows, on va dire récents, depuis quelques années en tout cas, est également disponible et intégré dans le portail d'Azure pour les VM. Donc ça veut dire effectivement, je ne sais pas si on a une capture d'écran, j'en ai peut-être une ici, ouais. Hop, voilà. Ça veut dire que directement dans l'administration du portail d'Azure, on aura en fait l'équivalent du Windows Admin Center qui est généralement tourné plutôt localement dans un data center. Et du coup, on va pouvoir avoir cet outil d'administration directement depuis le portail d'Azure. Donc ça, c'est en GA. Auto-Manage est arrivé en GA également, mais j'ai pas lu beaucoup plus de choses dessus, donc je ne vais pas aller plus loin. Azure VMware Solutions AVS, il y a eu les annonces des nouveautés sur AVS, et là encore, il y en a pas mal, mais il y en a surtout deux importantes. C'est le 99.99 Private Cloud Uptime. Basiquement, en fait, on va avoir des stretch clusters, le support du stretch cluster pour AVS, et en cas de panne d'un AVS dans une zone de disponibilité, il y aura un failover vers une autre zone de disponibilité. La deuxième nouveauté, c'est le support des Customer Managed Keys, donc la gestion par un client de ses clés. Alors quand on parle de clés, on parle de clés de chiffrement, et là on parle des clés de chiffrement utilisées pour chiffrer les données sur les vSAN. Du côté des machines virtuelles, il y a eu des nouveautés annoncées du côté des VMscale 7, donc il y en a eu deux. Le premier, c'est la capacité de mixer dans un VMscale 7 des machines payées normales en pay-as-you-go en réservation avec des VM de type spot. Donc ça c'est valable pour les VMscale 7 qui sont déployés en mode Flexible Orchestration, qui est un mode assez récent. Et donc ça c'est intéressant pour effectivement avoir un mix et donc potentiellement des économies sur la facture Azure. Et puis également, on a le Predictive Autoscaling, là encore basé sur des algos de machine learning, qui en fonction de l'historique va se dire je vais anticiper en fait un scaling qui va être annoncé, et donc on va autoscaler de manière prédictive. Les Premium V2 ont été a priori annoncés en GA, même si l'article que je pointe ici est en preview, mais en tout cas dans la documentation et dans le book of news, il est écrit GA. Et les SSD Premium V2 sont très intéressants parce qu'ils vont vous permettre en fait de choisir globalement la taille du disque. Donc vous allez définir la taille de votre disque entre 1 Go et 64 Tera. Vous avez une baseline d'IO par seconde et vous allez choisir à combien vous voulez monter les IO par seconde. Donc on va dire que c'est un disque dur qui est entre guillemets adaptable à vos besoins en termes de throughput d'IO par seconde et de taille. Donc on pourra du coup avoir des plus petits disques avec des meilleures performances, chose qui est un peu difficile aujourd'hui.
Également annonce qui est tombée un peu comme ça, je ne l'avais pas vu arriver celui-ci, c'est le Azure Elastic SAN. Là, vous avez compris, donc SAN, Storage Area Network. Basiquement, donc ça arrive en preview, et donc ce sera donc du coup un service managé de SAN, basiquement, où vous allez prendre des disques, les regrouper dans des groupes de disques pour faire des volumes. Et tout ça sera un service managé derrière. Et ça vous permettra en gros de migrer des environnements qui utilisent aujourd'hui du SAN dans vos infrastructures à demeure. Et du coup, de migrer ça sous la forme de machines virtuelles qui iront consommer ce SAN entre guillemets virtuel. Donc pour faire l'équivalent effectivement en termes euh, de nomenclature, effectivement, on va avoir la notion de volume, des volumes groupes, et puis après l'objet qui sera l'Elastic SAN derrière. Et ce SAN sera donc, et ça c'est assez logique, vous comprendrez, utilisera comme protocole d'accès, protocole bloc, donc de l'ISCSI, donc qui est un protocole tout à fait classique. Donc on ne va pas avoir de fibre channel, en tout cas virtuellement. Pour l'instant, ce sera de l'ISCSI. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir effectivement amener plus facilement vos environnements qui aujourd'hui utilisent des SAN, qui ont des clusters avec des SAN, et de faire à peu près l'équivalent côté Azure, mais de manière entre guillemets logicielle, avec derrière effectivement des chiffres qui sont assez importants, parce que pour le coup, on pourra avoir en IOPS des maximums qui sont même super élevés, y compris au niveau du throughput. Voilà. Et le tout, bien entendu, supportera le ZRS, c'est-à-dire que les disques seront dispatchés, les 3 copies synchrones, locales à une région, seront dispatchées dans des zones de disponibilité séparées, donc on aura un SAN à haute résilience derrière. Du côté alors du compute, donc à côté des VM, effectivement, on a également annoncé un nouveau vecteur d'achat pour le compute. Donc aujourd'hui, globalement, on peut acheter son compute, ces machines virtuelles en paiement as you go, on peut l'acheter en spot, on peut l'acheter également avec des réserves instances. Eh bien, on a du coup un quatrième vecteur d'achat qui est les saving plans. Saving plan qui du coup vient se mettre en parallèle de finalement ce qui existe déjà aujourd'hui du côté de AWS. Et donc le saving plan, l'idée en fait c'est d'acheter sur un engagement, alors comme les réservations de 1 an ou 3 ans, d'acheter en gros un certain nombre d'heures de compute. Donc on va se fixer un taux horaire de compute, et donc si on reste dans cette enveloppe de taux horaire de compute, on pourra avoir jusqu'à 65% d'économie par rapport au prix PS-Yugo. Si on dépasse l'enveloppe, on sera facturé au paiement traditionnel. Donc ça c'est vraiment quelque chose à regarder, surtout en tout cas de la part de vos équipes FinOps, parce que du coup ça devient une alternative à la réservation, et pour certains scénarios, ça peut être un peu plus intéressant. Alors du côté du réseau, quelques nouveautés. On a le support, enfin l'arrivée plutôt en GA, donc prêt pour la prod du DNS Private Resolver, donc qui évite du coup à avoir à gérer des machines virtuelles quand on a des scénarios où la résolution doit se faire dans dans plein de directions avec potentiellement des conditional forwarders. Historiquement, il fallait utiliser effectivement au moins 2 VM dans Azure pour assurer ce rôle. Avec le DNS Private Resolver, on a un service manager qui le fait. On a également des annonces autour de la partie multi-edge compute. Donc ça, c'est vraiment lié à la 5G. Je n'ai pas plus d'informations à dire là-dessus. Je vous laisserai lire l'article. On a également annoncé l'arrivée de Nutanix Cloud Cluster on Azure. Donc ça, c'est pour les clients Nutanix qui vont utiliser la plateforme en mode hybride. Et bien désormais, effectivement, on travaille avec eux, et donc il y a une solution dans Azure derrière. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais d'après ce que je comprends, effectivement, Nutanix a toute une plateforme et elle peut du coup être unifiée. Et dans la partie unification, effectivement, on va avoir la partie Azure qui sera associée derrière. Voilà. Côté Azure Monitor, ce sera pour terminer cette brève vidéo. Une nouveauté très intéressante qui est l'arrivée pour la partie Azure Monitor, et plus particulièrement les logs, de ce qu'on appelle les Basic Logs et Data Archive. Là, l'idée en gros, c'est qu'aujourd'hui, si on prend de l'Azure Monitor Logs, ça peut des fois coûter très cher quand on a des applications qui sont très verbeuses ou des systèmes qui sont très verbeux en termes de journaux. Et donc désormais, on va avoir des nouvelles options qui vont permettre en fait d'optimiser les coûts. On va réduire en fait, donc on a une nouvelle offre qui s'appellera la Basic Logs,
qui sera un ratio 1/5 du coût, donc 80% moins cher, et sur lequel on va pouvoir archiver archiver jusqu'à 7 ans. Donc ça sera une option qu'on trouvera en fait en allant dans les tables euh, du Workspace Log Analytics et en allant reparamétrer ce qu'on appelle le Table Plan, qui est ici. Et donc on va pouvoir ici passer en mode Basics. Et donc du coup on aura alors probablement des fonctionnalités qui seront un peu dégradées en termes de performance, mais par contre on aura des prix qui seront drastiquement inférieurs, et donc ça peut être vraiment très très intéressant économiquement parlant. Voilà. Au-delà du fait de bien savoir filtrer ce que vous envoyez à un puits de log, cette option à mon avis était largement attendue. On a également annoncé qu'effectivement on a l'Azure Monitor Agent en update qui est disponible. Donc ce nouvel agent donc va supporter entre autres Windows 10 et Windows 11, ça c'est nouveau. Et puis donc cet agent va à terme remplacer effectivement les agents OMS et les agents MMA qu'on installait sur les environnements, notamment les environnements Arc, mais pas que. Et donc ce nouvel agent, du coup, on a mis à disposition là encore un outil de migration pour migrer et pour transformer des systèmes qui utilisent l'agent MMA et l'agent OMS pour utiliser à la place l'Azure Monitor Agent, et donc derrière toutes les règles au niveau dispatching des métriques et des logs. On a également annoncé les Recommended Alert Rules qui seront justement pour AKS et les Log Analytics Workspace. Là encore, probablement qu'il y aura une vidéo sur le sujet pour reparler de tout ça en détail. Donc voilà, ça c'est juste on a vu en quelques dizaines de minutes finalement quelques annonces qui ont pu avoir lieu sur Ignite 2022. Qui est toujours en cours jusqu'au 14. N'hésitez pas du coup à cliquer, aller regarder dans la description de cette vidéo la mind map, et vous aurez du coup tous les liens pour aller lire les fonctions qui vous intéressent. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.